Bonjour. Ça va bien. Alors, dans le cadre du département, du cadre du concours philosophie 2021, sous le titre La popularité est-elle la nouvelle autorité, le département de philosophie de Cégep de Saint-Hyacinthe est heureux d'accueillir le professeur titulaire de philosophie, M. Alain Le Tourneau. M. Alain Le Tourneau a un PhD en philosophie, un doctorat en histoire des religions. Professeur titulaire et membre de la chaire d'éthique appliquée, professeur invité et collaborateur avec plusieurs universités comme Colorado, Université Mainz, Grenoble-Alpes, Université Paris-Descartes et d'autres. Ses recherches sont axées surtout sur les questions éthiques, notamment en lien avec l'environnement. Le professeur Alain Le Tourneau a dans son actif 11 livres, une traduction, 89 articles avec comité de lecture, 6 communications en ligne, 166 conférences et 48 communications grand public. Ça, selon ce qui a été indiqué sur l'université de Sherbrooke, donc dans la CV officielle, mais je sais que plus que ça, là, le plus important, c'est qu'on est heureux de t'accepter parmi nous pour parler de cette thématique-là. Et tu as choisi le titre Quelques aspects de l'appel aux idées populaires. Donc, je te cède la parole pour nous parler de cette thématique-là. Donc, donc, les conditions, donc vous avez presque une heure, quelque chose comme ça, pour la conférence, et puis on a presque une vingtaine, trentaine de minutes pour la discussion après. Ça vous va? C'est Parfait. parfait. Alors, bienvenue, je te laisse la parole. Et je te remercie de nouveau d'accepter de nous parler de cette thématique-là. Voilà. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Samir. Merci beaucoup aussi au département de philosophie et au Cégep de Saint-Hyacinthe de bien vouloir m'accueillir. Ça me fait grand plaisir de pouvoir discuter un peu avec à la fois les collègues et des étudiants peut-être du Cégep qui s'intéressent à la philosophie et peut-être à d'autres aussi. Alors, bienvenue tout le monde. Ça me fait grand plaisir de vous voir. Je vais simplement fermer ici quelques logiciels qui peuvent faire des bips de temps en temps pour être plus concentré sur mon propos. Et donc, comme Samir l'a dit, je vais parler de cette question, bien sûr, des opinions populaires. Là, actuellement, je ne suis pas en mesure de partager mon écran, mais je pense que Samir va pouvoir corriger ça bientôt, je crois. Alors, je vais pouvoir vous partager. J'ai un petit peu modifié mon titre, mais pas beaucoup. Alors, voilà. Je Bon. suis d'accord. Bon, maintenant, ça y est. Attendez, oui, voilà. Alors, voilà. Donc, je vous présente mon PowerPoint. Écoutez, on est à l'ère des PowerPoint maintenant. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui est étonné de ça. Donc, j'ai un peu modifié mon titre, comme vous pouvez voir. Donc, quelques aspects de l'appel aux idées populaires et aussi de l'appel à l'expertise, puisqu'en réfléchissant bien à cette question, il m'est apparu intéressant de mettre en contraste les deux types d'appels. Si je parle d'appel ici, c'est au sens des appels en argumentation, donc le genre de figure argumentative qu'on va retrouver dans les discours, que ce soit les discours de nos contemporains, dans les journaux, un peu partout. Donc voilà. Alors, ce que je vous annonce comme plan de présentation, c'est ceci. On va se demander, réfléchir encore un petit peu sur la question de savoir qu'est-ce que c'est des idées populaires. Alors, ça peut sembler aller de soi, mais ça vaut quand même la peine d'y penser un peu. Après ça, comment discuter les appels à une opinion populaire? Quelques remarques, disons, qu'on pourrait dire métadiscursives sur cette question-là. Après, l'analyse de l'appel à l'opinion populaire avec un exemple et puis un outil d'analyse argumentative que je pourrais présenter tout à l'heure. Et une section ensuite donc sur l'appel à l'opinion experte, puis finalement une conclusion. Donc, cela va, je pense, suffire amplement pour couvrir 50 minutes et ça pourra donner lieu aussi, j'espère, à de bonnes questions, de bonnes discussions par la suite. Donc, j'étais content de pouvoir intervenir, comme Samir vous le disait, donc, dans le cadre du concours philosophie 2021. Donc, j'ai compris que le thème, c'était « La popularité est-elle la nouvelle autorité ?» Bon, très bien. Alors, c'est une bonne question. Alors, la popularité, c'est sûr que des personnes peuvent aussi être populaires,
mais disons que pour qu'on puisse parler d'autorité, il faut quand même que ce soit des personnes qui ont quelque chose à dire, donc qui ont des idées, ou alors qui seraient une autorité par leur action, d'une certaine manière, qui ferait référence. Donc, le fait même de parler d'autorité implique le discours, la crédibilité d'un discours, le fait que ces gens-là, ou ces discours-là, disons, s'imposent quelque peu à notre attention. Donc, par exemple, si on veut parler d'autorité, ben on s'aperçoit rapidement qu'il y a plusieurs sortes d'autorité. Par exemple, vous avez certainement le docteur Weiss actuellement, qu'on entend souvent à la télévision, parler des problèmes de maladies infectieuses et notamment de la COVID-19. Hein. Donc, il n'y a pas de doute que ce monsieur-là semble avoir une certaine autorité. En tout cas, le média lui accorde assez de crédibilité pour le mettre en avant, puis le faire parler, et tout le monde l'écoute, et on lui pose des questions, et tout le reste. Bon. Mais il n'y a pas seulement des médecins et tout ça. Il y a M. Renaud Lavoie, par exemple, de TVA Montréal. C'est un journaliste. Et bien, il paraît qu'il est un grand spécialiste sur l'édition 2021 du Canadien de Montréal. Donc, moi, ça fait un petit bout de temps que j'ai un petit peu décroché du hockey, là. Mais j'ai vu, comme tout le monde, que cette année, ils avaient commencé en Lyon et que là, ils ont comme des petits problèmes. Mais apparemment, ce journaliste est une autorité sur la question. Donc, on peut s'y référer au besoin. Alors, bien sûr, ces questions d'autorité sont importantes. Ces questions d'opinion ou d'idées qui sont crédibles et qui sont répandues, qui tout à coup prennent un certain poids, une certaine importance, c'est toujours d'actualité. Hein? Et cette question est peut-être d'autant plus importante à notre époque, alors que bien des routines sont bouleversées. Hein. Je veux dire, de façon générale, il y a un paquet de choses qu'on prend complètement pour acquises, qui font partie de nos fonctionnements habituels, qui sont d'ailleurs inscrites dans des routines que personne ne questionne. Mais alors, à notre époque, et spécialement ici dans le contexte de la pandémie, bien sûr, nos routines ont été bouleversées, on a ressenti beaucoup d'incertitudes, les gens ne savent plus bien comment agir. Et donc, c'est clair que dans un tel contexte, souvent, on va chercher des repères. Dans ce qui nous concerne particulièrement depuis un an, bien sûr, il y a eu plusieurs modifications successives dans les façons de faire qui étaient attendues. Donc, il a fallu s'adapter rapidement, changer nos pratiques, se tenir au courant. Et à l'occasion de ça, il y a toutes sortes de gens qui ont pu dire toutes sortes de choses, soit en appui, soit contre des politiques gouvernementales et autres. Peut-être, ça peut être intéressant de réfléchir à partir de quelques exemples d'idées qu'on a pu entendre. Alors après, est-ce que ces idées sont populaires? Jusqu'à quel point? On pourra s'en reparler. Mais je donne comme exemple cette première idée. Quelqu'un qui dit moi, je ne me ferai pas vacciner parce que l'autre fois, on ne sait pas trop quand, mais en tout cas, l'autre fois, ma grand-mère s'était fait vacciner et elle a été malade. Donc, ça, c'est un premier énoncé qu'on peut entendre, qu'on a peut-être entendu. Peut-être que ce n'était pas la grand-mère, peut-être que c'était ma cousine, peut-être que c'était mon mari, enfin, peu importe. Autre énoncé qu'on a pu entendre ou qu'on pourrait entendre, enfin, qui est quand même dont on entend parler ces temps-ci. Non seulement la vaccination ne marche pas, mais surtout, c'est juste pour contrôler la population en leur injectant une puce fabriquée par Bill Gates. Donc, genre de discours qui a une certaine popularité, peut-être pas si grande que ça, peut-être pas plus d'ailleurs que l'énoncé précédent, donc où la personne dit « Moi, je connais quelqu'un de proche de moi qui a eu des effets secondaires néfastes à cause d'une vaccination dans le passé. » Il y a quand même une grande différence si on examine un peu ces deux énoncés, l'un par rapport à l'autre, si on les compare, ils sont très différents l'un de l'autre. Dans le premier cas, on a une personne qui se fie au discours d'une personne qui est proche d'elle, qui a vécu quelque chose. Et au fond, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un passage d'un cas singulier à une généralisation, au fond, parce que donc c'est un peu ce que la personne a dit. Il y a un cas singulier, ma grand-mère a eu des effets secondaires, et conclusion, moi, je pense que c'est dangereux, et c'est donc dangereux pour tout le monde, et donc je ne vais pas me faire vacciner.
Alors que dans l'autre cas, on a affaire à quelque chose de sensiblement différent, ce qu'on appelle une théorie de la conspiration, c'est-à-dire qu'il y a des gens quelque part avec des idées maléfiques qui poursuivent des buts et donc qui emploient toutes sortes de stratégies dans le but de nous manipuler et peut-être pour exercer un certain pouvoir sur nous. Donc, une chose à laquelle on s'arrête assez peu devant ce genre d'énoncé, donc le deuxième type d'énoncé que je viens de mentionner, c'est que la personne qui nous dit ça, elle prétend savoir des choses que les autres ne savent pas. Hein? Et en ce sens-là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'elle se pose un peu comme une experte en la matière? La question étant de savoir si elle est véritablement une experte. Parce qu'au fond, elle prétend savoir qu'il y a un monsieur qui s'appelle Bill Gates qui, lui, veut contrôler la population et puis qui fabriquerait des puces qui seraient injectées dans le corps des gens. Alors, c'est quand même... il y a une prétention à une connaissance ici bien spécifique sur un élément assez complexe, finalement, dont on pourra y revenir dans un deuxième temps. Donc, alors que le premier énoncé est peut-être plus le genre de choses qu'on peut entendre plus facilement autour de nous, parce que tout le monde a un peu entendu parler d'histoires comme ça, de gens qui, dans le passé, à l'occasion, par exemple, de la H1N1, se sont fait vacciner et puis ont eu des symptômes pas très agréables. Donc, comment faire la part des choses entre ces différentes idées qui peuvent toutes apparaître à un certain niveau comme des idées populaires, enfin, qui sont répandues dans une certaine partie de la population. Et pourquoi parler d'idées populaires? Donc, le fait même de parler d'idées populaires, ça présume qu'il y a plusieurs personnes qui reprennent une idée à leur compte. Évidemment, une idée répandue, bon, ben jusqu'à quel point? Évidemment, il y a des idées plus répandues que d'autres. Mais pour qu'on puisse dire qu'une idée est populaire, on n'a pas besoin d'un chiffre absolu, je crois, on s'entend, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un bon nombre de personnes qui reprennent une idée et on pourra taxer cette idée d'idée populaire. Donc, je ne pense pas que dans le mot populaire, il y ait d'impliquer nécessairement le fait que tout le monde serait d'accord avec ça ou qu'une vaste majorité serait d'accord avec ça. C'est beaucoup plus flou, la notion de popularité. C'est juste que c'est une idée qui est reprise par beaucoup de gens. Donc, la question critique qu'on peut se poser, surtout si on fait de la philosophie ou d'autres disciplines analytiques, hein, comme l'analyse du discours, ben, c'est comment on fait pour savoir si de telles idées ont un sens et surtout si elles sont vraies. Donc, on entend toutes sortes de discours autour de nous, toutes sortes d'idées. Donc, alors, pour reprendre, si je reprends cette question maintenant en la collant un peu plus sur le thème de réflexion qui a été proposé, on pourrait reformuler le problème de la façon suivante. Est-ce possible que la popularité d'une idée en fournisse l'autorité? Donc, est-ce qu'il suffit qu'une idée soit populaire pour que ça lui confère une certaine autorité? Bon, ici, oui, à quelles conditions ce serait correct qu'il en soit ainsi? Voyez-vous, il y a comme deux niveaux de discussion parce que factuellement, il est possible que telle idée populaire obtienne du fait même de sa popularité une certaine autorité, dans la mesure où plusieurs personnes la répéteraient et donc elle semblerait s'imposer. Mais il y a une question normative aussi, il n'y a pas seulement une question factuelle, c'est-à-dire à quelles conditions ce serait correct qu'il en soit ainsi. Parce que, après tout, on peut aussi se faire abuser par des autorités ou par des discours qui se présentent comme ayant une certaine autorité. Donc, et ce que ça nous amène à penser, c'est que quelquefois, il serait justifié par hypothèse, enfin, quelquefois, il serait justifié d'accorder une autorité à une idée répandue, alors que d'autres fois, ce ne serait pas le cas. Donc, ce serait notre hypothèse qu'au fond, ça dépend tout bonnement des idées. Évidemment, ce n'est pas parce qu'une idée est populaire qu'automatiquement, il faut la rejeter comme étant fausse, mais ce n'est pas non plus une raison suffisante peut-être pour l'accepter à tous les coups. Donc, comment et pourquoi faire la part des choses à ce niveau-là? Entre une idée qui aurait quand même une valeur, qui serait répandue, mais qui aurait une certaine valeur, par opposition à une autre qui n'en aurait pas. Alors, se poser ce genre de questions, c'est travailler sur les argumentations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'argumentation? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'argumentation? Donc,
c'est sûr qu'on peut discuter de ça pendant des heures. Mais disons, pour le dire brièvement, argumenter, pour moi, c'est soutenir une idée, une position donnée sur quelque chose. Et la façon de soutenir cette position, c'est d'amener des arguments à l'appui. Alors, ces arguments peuvent être de toutes sortes de nature. Ça peut être des faits, ça peut être des preuves, ça peut être des expériences, ça peut être des résultats d'études, et ça peut aussi être des raisons que l'on donne à l'appui d'une idée. Donc, on n'est pas obligé de faire à tout coup une démonstration scientifique en laboratoire pour justifier ou appuyer une idée. On peut aussi avoir des énoncés simples comme le suivant. Je dois terminer mon collégial, car de cette manière, je me donne les meilleures chances au niveau professionnel. Donc, il y a ici clairement une position, c'est je dois terminer mon collégial. Puis, il y a un argument à l'appui, c'est que de cette façon, je me donne les meilleures chances dans mon avenir professionnel. Donc, c'est un argument en bonne et due forme. Qui a une composante aussi, on pourrait dire, normative, puisque la personne se donne à elle-même la tâche de terminer son collégial. Et l'argument est aussi de nature pragmatique, comme aurait dit Toussaint Ducasse, puisque finalement, c'est de cette façon que je vais me donner de bonnes chances au niveau professionnel. Donc, il y a une conséquence intéressante qui s'ensuit, et c'est pour ça que je me prescris à moi-même cette tâche, si vous voulez, de finir mon cours de collège. Alors, si maintenant, dans la suite, je vais utiliser surtout les travaux de Douglas Walton, qui, avec un certain nombre de collègues depuis bien des décennies, est malheureusement décédé il n'y a pas longtemps, Walton, mais il a écrit plusieurs ouvrages tout à fait intéressants sur notamment ce qu'il a appelé les schèmes argumentatifs. Et on va travailler sur deux schèmes en particulier dans cette présentation. Donc, le premier schème, c'est un appel à l'opinion populaire. Donc, comment est structuré, selon Walton, un appel à l'opinion populaire? Donc, il dit, il y a d'abord une prémisse d'acceptation générale. La proposition A est généralement acceptée comme vraie. Donc, on constate qu'une proposition est acceptée. On dit généralement ici. Donc, il y a une prémisse de présomption qui s'accroche à ça. Si A est généralement accepté comme vrai, c'est une raison en faveur de A. Hein? Donc ici, le simple fait qu'elle soit acceptée généralement comme vraie devient une sorte de présomption en la faveur de l'argument, de la position. Et on conclut, il y a une raison en faveur de A. Alors, ça, c'est le schème. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-il toujours invalide? Est-il toujours valide? Et il faut certainement en dire plus que simplement d'exposer cette esquisse du schème argumentatif. Donc, un certain nombre de questions doivent pouvoir être posées. Donc, la première, quelles données avons-nous qui nous permettent de valider la première prémisse, celle qui nous dit que l'idée ou la proposition A est généralement acceptée? Donc, j'ai commencé avec ça, mais premièrement, est-ce que c'est le cas que cette proposition A est généralement acceptée? Peut-être qu'on pense qu'elle est généralement acceptée parce qu'on a entendu deux personnes dire ça, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle est généralement acceptée? Première question. Et ensuite, à supposer qu'elle soit effectivement généralement acceptée, bon, donc même si A est généralement accepté comme vrai, avons-nous des raisons d'en douter? Après tout, les opinions les plus répandues sont souvent fausses. Hein, comme on le sait, bien des découvertes ont montré que certaines anciennes croyances étaient fausses. Donc, une croyance peut être très répandue, mais néanmoins être fausse. Alors, la question qui se pose alors, c'est est-ce que la personne qui soutient cette position a d'autres arguments pour l'appuyer, mis à part le fait qu'elle serait généralement acceptée? Donc, c'est des questions critiques qu'on peut poser devant n'importe quel énoncé qui se présente comme un appel à l'opinion vastement répandue, si on veut. Donc, pour donner un exemple plus concret, on peut aussi, donc il y a des cas évidemment où il y a abus de l'appel à l'autorité parce qu'au fond, l'appel à l'autorité d'une opinion répandue, parce qu'on n'a rien d'autre à mettre dans la balance que ce simple fait-là. Mais il arrive des fois où ça peut être tout à fait justifié. Par exemple, une belle journée d'été très chaude, je visite une petite ville que je ne connais pas et je voudrais me baigner.
Le lac de l'endroit est-il un bon choix? Ça, c'est la question que je me pose. Puis là, je pose la question aux gens. Je me balade sur la rue principale. Je demande aux gens qu'est-ce qu'il y en est. Et on arrive à un cas qui ressemble à ceci. Première prémisse, il est généralement accepté par les gens qui vivent à Cedar Rapids que le lac de l'endroit est une bonne place pour se baigner l'été. Je peux conclure de là validement, sans avoir fait nécessairement un sondage exhaustif puis avoir posé la question à tout le monde. Il me suffit d'avoir discuté avec quelques personnes. Je peux conclure vraisemblablement, sur la base des réponses que j'ai reçues, le lac de Cedar Rapids est un bon endroit pour se baigner l'été. Donc, à moins qu'on ait des raisons d'en douter, l'argument est acceptable sur la base du fait que les résidents de l'endroit sont en position de savoir que ce lac-là est un bon endroit pour se baigner. Donc, la notion ici d'être en position de savoir quelque chose fait en sorte que, même si on pose une question à des gens qui n'ont pas de qualification particulière, peu importe, ils sont quand même en position de le savoir en raison ici du fait qu'ils sont effectivement des résidents de l'endroit et qui connaissent très bien le lac et donc ils savent très bien qu'on peut aller se baigner là et que c'est super intéressant. Donc, il y a une prémisse implicite dans ce schème argumentatif, dans ce modèle de schème. Les gens de Cedar Rapids sont en position de savoir si le lac est un bon endroit pour se baigner. Donc, dans un cas comme celui-là, il n'y a pas à s'alarmer qu'il y a une opinion populaire qui circule à l'effet que le lac, c'est un super endroit pour la baignade, et puis c'est très bien. Hein? Donc, il n'y a personne qui va s'en faire avec ça. Donc, je rappelle quelques questions complémentaires. Premièrement, quelles actions, quelles autres indications nous montrent que l'élément soutenu dispose de la quasi-unanimité? Alors là, quand on parle d'une opinion généralement acceptée, donc il faut aller plus loin que juste la simple popularité. Hein? Bon, je reste avec ce second cas de figure. Et deuxièmement, même si une large majorité acceptait A comme vrai, quel autre fondement ou appui pouvons-nous donner pour justifier le fait qu'il l'accepte? Je rappelle ici simplement des éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc ça, c'est, si on veut, simplement un appel à l'opinion populaire, mais une popularité, disons, qui serait très grande d'une certaine idée. Maintenant, si on regarde en contraste par rapport à ce schème argumentatif, un autre schème argumentatif, qui en est un peu l'opposé en un sens, mais qui en même temps a des points de ressemblance avec lui, c'est l'appel à l'expertise. Alors, si on fait le même genre d'analyse, on va décrire le schème de la façon suivante. On va dire qu'il y a une prémisse majeure qui nous dit ceci. Et par la suite, j'aurai un exemple concret pour spécifier un peu le modèle. La source E est experte dans le domaine de sujet S qui contient la proposition A. Ça, c'est la prémisse majeure. Prémisse mineure, E asserte que la proposition A dans le domaine S est vraie ou peut-être fausse. Bon. Donc, il y a une prémisse conditionnelle qui nous dit ceci. Si la source E est experte dans le domaine de sujet S qui contient la proposition A, et si E asserte que la proposition A est vraie ou fausse, alors A peut de manière plausible être prise pour être vraie ou fausse. Donc, ça, c'est un appel à l'expertise. C'est assez différent d'un appel à l'opinion populaire. Mais si on regarde un peu plus dans le détail, ça peut ressembler à quoi? Disons qu'on a un monsieur Laplante qui est un expert dans le domaine de l'agriculture biologique. Et il nous recommande d'utiliser des engrais naturels quand on veut faire pousser des légumes. Donc, M. Laplante soutient qu'il est requis d'utiliser des engrais naturels en agriculture biologique quand on veut faire pousser des légumes. Alors, si M. Laplante, donc l'énoncé conditionnel, alors, on avait les deux premières prémisses, prémisse conditionnelle à la fin. Si M. Laplante est un expert en agriculture biologique, domaine qui contient des affirmations sur les engrais naturels, et si M. Laplante soutient que c'est vrai qu'il faut utiliser des engrais naturels pour faire pousser des légumes, alors on peut tenir pour vrai l'affirmation qu'il nous faut pour cela des engrais naturels. Donc, c'est au fond le domaine d'expertise ici qui est la clé, c'est-à-dire que le monsieur étant un expert dans un domaine d'expertise, et puisqu'un énoncé fait partie de ce domaine d'expertise, le fait même qu'il le produise suffit à attester de l'autorité de cet énoncé auprès d'un certain public. Bon, évidemment, ça c'est le schème argumentatif. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est valable dans le concret? Ça reste une question à se poser.
Il y a un certain nombre de questions à se poser. Dans ce cas aussi, on se fie à l'opinion de quelqu'un, hein, commentaire que je fais. Pourtant, ce n'est pas une personne isolée. Donc, bon, au début, effectivement, on demande à des gens sur la rue, quoi que ce soit sur leurs opinions, très bien. Mais ici, ce n'est pas une personne isolée puisqu'on la reconnaît comme une experte. Donc, elle fait partie d'un certain groupe de gens qui sont qualifiés à ce titre. Et en même temps, elle dit quelque chose de spécifique concernant un certain domaine d'action, ici l'agriculture biologique, par rapport auquel on présume qu'elle a ce champ d'expertise, qu'elle possède ce champ d'expertise. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut revenir un peu à nouveau sur le schéma argumentatif qui est souvent utilisé, comme vous le savez, et qui est souvent utilisé de manière explicite ou pas. C'est-à-dire que vous aurez compris que ce qu'on fait en analyse d'argumentation, sans doute plusieurs le savent, si pas tous, que souvent ce qu'on fait en analyse de l'argumentation, c'est d'expliciter des éléments qui sont présents dans la pratique argumentative des gens sans qu'on s'en aperçoive. Alors, pour aller plus en détail dans le schéma argumentatif d'appel à l'expertise, on en vient à dégager un certain nombre de prémices distinctes. La première prémisse, c'est une prémisse d'expertise qui nous dit que E est crédible comme source experte. Alors, E, c'est quelqu'un, c'est l'expert. On dit qu'il est crédible comme source experte. Il y a une prémisse de champ. E est expert dans le champ où l'énoncé A se trouve. Donc, son expertise, elle est spécifique. Il n'est pas spécifique en astrophysique, là, si on parle d'agriculture. On s'entend? Bon. Prémisse d'opinion. E a asserté A ou a fait un énoncé qui implique A. Donc, encore faut-il savoir s'il a bel et bien asserté A ou quelque chose qui l'implique. Il y a une prémisse de crédibilité. E est une source fiable au point de vue personnel. Alors, il n'y a pas de réputation de mentir ou de dire des bêtises à tout moment. Il y a une prémisse de cohérence. A est cohérente avec ce que d'autres experts assertent. Donc, la proposition A, elle est cohérente avec ce que d'autres experts diraient. Prémisse d'appui au plan des preuves. L'assertion de E est basée sur des preuves, ou comme il dirait en anglais, on evidence. Donc, on sait que le mot évidence en français n'est pas tout à fait le même que le mot evidence. Alors, c'est pour ça que j'ai mis preuve à la place. Conclusion. Plausiblement, la proposition A peut être prise pour vraie. Donc, il y a quand même plusieurs conditions à remplir, plusieurs prémices qui s'appliquent pour arriver à juger de la validité de l'argumentation qui est mise de l'avant et de sa valeur, enfin, putative, si on peut dire. Bon. Alors, de ces critères, on va pouvoir tirer un certain nombre de questions qu'on va se poser par rapport à l'argumentaire spécifique de quelqu'un qui nous intéresse, par rapport au discours de quelqu'un. Alors, première question, la question d'expertise. Jusqu'à quel point E est-il une source experte crédible? Donc, M. Laplante, est-ce qu'il est un expert crédible? Est-ce qu'il s'est fabriqué son diplôme sous le coin de la table? Bon. Question de champ. Est-il un expert dans le champ dans lequel A se trouve? Alors, M. Laplante, est-ce qu'il est un expert en agriculture bio ou bien c'est un expert dans l'empaquetage des légumes? C'est pas la même chose. On s'entend? Bon. Autre question. Question d'opinion. Qu'a asserté E qui implique A? Qu'a dit M. Laplante qui implique que l'engrais naturel est recommandé? Par exemple, il aurait pu dire que parfois ce sont de bons engrais. Donc, il aurait pu utiliser un conditionnel qui aurait laissé entendre que peut-être dans certaines circonstances, ce n'est pas de bons engrais. Donc, tout de suite, on voit que ce ne sera pas tout à fait la même chose qui a été retenue par rapport à ce que M. Laplante a prétendu. Donc, il faut s'assurer de son discours. Question de crédibilité. E est-il personnellement fiable comme source? Par exemple, E est-il biaisé dans son jugement? Donc, alors, c'est la question de la crédibilité personnelle d'un expert. On sait que parfois, il y a des experts qui finissent par voir leur crédibilité professionnelle ébranlée parce que tout à coup, on se met à dire toutes sortes de choses sur leur opinion. On pense à un monsieur Raoult, il n'y a pas longtemps, Didier Raoult, un spécialiste français, dont au début, les gens disaient « Ah,
bon, je ne vais pas entrer dans le débat à fond sur M. Raoult, mais c'est pour vous donner un exemple qu'il peut arriver des cas où tout à coup la crédibilité d'un expert se met à être douteuse. Question de cohérence. La proposition A ou l'énoncé A est-il cohérent avec ce que d'autres experts assertent? Donc, le propos sur les engrais naturels, est-ce qu'on le retrouve aussi chez d'autres experts qui discutent d'agriculture biologique? Question d'appui en évidence, l'assertion E est-elle basée sur des données? Monsieur Laplante a-t-il des données à l'appui quand il affirme que les engrais naturels sont une bonne chose? Par exemple, il pourrait s'être référé à une étude produite par le Réseau des agriculteurs biologiques du Canada ou toute autre association. J'avoue que je n'ai pas vérifié si une telle association existait, là, mais il faudrait le faire forcément. Bon. Donc, vous voyez le genre de questions qui est possible de se poser d'un point de vue critique par rapport à quelqu'un qui arrive avec une posture d'expert. Donc, ça fait quand même un certain nombre d'éléments qu'on peut réfléchir. Une première conclusion que j'apporterais, c'est la suivante. Quand les gens donc soutiennent des idées, nous ne sommes pas dans une situation d'impuissance. Nous pouvons réfléchir, nous pouvons poser des questions. Dans certains cas, ces questions peuvent être posées directement à la personne. Elles peuvent aussi être posées à d'autres personnes. Et sinon, on peut aussi simplement réfléchir dans notre fort intérieur, comme disaient les anciens, et se demander, est-ce que ça tient la route, cette affaire-là, ou ça ne tient pas la route? Alors, j'ai un individu qui soutient une idée devant moi. Je ne suis pas censé, moi, de disparaître en tant que personne qui a un esprit, qui a une réflexion. Je peux très bien poser des questions et donc ne pas prendre pour acquise automatiquement la prise de position qui est faite. Et je dirais, puisque je vois qu'il me reste un peu de temps, j'en profiterai pour dire que je crois qu'une de nos tâches à l'époque dans laquelle nous sommes, c'est de remettre à nouveau sur la table ce que moi j'appelle une culture de l'argumentation, c'est-à-dire la capacité de discuter de questions difficiles. La capacité de le faire aussi, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, mais on n'est pas obligé de faire des attaques personnelles, on n'est pas obligé de manquer d'égard pour nos partenaires de discussion, on n'est pas obligé d'humilier les gens qui pensent différemment de nous. Enfin, il y a une éthique au fond de l'argumentation, c'est le point que je veux faire. Il y a des manières de faire qui font en sorte que la personne qui soutient une idée n'est pas attaquée en tant que personne, mais simplement on inscrit un désaccord sur une question qui est soutenue. Alors, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont plus fragiles que d'autres. Il faut avoir tout le tact requis à cet effet-là. Mais le désaccord n'est pas automatiquement synonyme de chicane, de dispute et de lutte à n'en plus finir entre des personnes. Quel était le but de la présentation ici? C'était de montrer quelles questions spécifiques il est possible de poser devant deux types fréquents de schèmes argumentatifs. Donc, d'un côté, l'appel à l'opinion populaire et de l'autre côté, l'appel à l'expertise. Il me semble qu'on peut conclure de cela qu'il n'y a pas de solution universelle qui s'applique, c'est-à-dire qu'un appel à l'opinion populaire n'est pas toujours faux, n'est pas toujours vicié. Il peut y avoir des circonstances où il peut fonctionner. Si précisément, dans l'exemple qu'on regardait tout à l'heure, quand les personnes qui parlent sont en position de savoir, c'est-à-dire elles ont une source de connaissances respectable qui peut leur venir, par exemple, de leur lieu de résidence, mais qui peut leur venir aussi de leur pratique professionnelle. Moi, quand j'avais un projet de recherche qui est presque terminé, maintenant on a déposé notre rapport final, j'avais un projet en adaptation au changement climatique et à un moment donné, on travaillait avec des gens, on assoyait des gens sur des tables de discussion qui étaient des professionnels en exercice, des gens qui, par exemple, des agriculteurs ou des gens qui sont impliqués dans l'industrie touristique. Bon, ben, ces gens-là, même s'ils ne sont pas bardés de diplômes à tous les coups,
s'ils n'ont pas fait de longues études et tout le reste, leur champ de pratique, leurs années d'expérience, fait en sorte ils sont en position de savoir un certain nombre de choses qui, pour nous, avaient de l'importance dans notre projet de recherche, puisqu'on voulait aller chercher des données sur ce qui se passe sur le terrain. Quand vous êtes un agriculteur, quand vous êtes quelqu'un qui tient un bed and breakfast ou une auberge dans la campagne québécoise. Donc, l'appel à l'opinion populaire n'est pas toujours mauvais. Des fois, il l'est, effectivement. Des fois, il est abusif. Quand on n'a rien d'autre de plus à dire que simplement le fait qu'il y a plusieurs personnes qui pensent une idée, c'est probablement pas assez. Sauf que des fois, on retombe sur des généralités sur lesquelles on n'a malheureusement pas de source de données probantes qui font en sorte qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Pour l'appel à l'expertise, c'est un peu semblable. Il y a des appels à l'expertise qui sont bien sûr inévitables, comme je pense que tout le monde le sait. Il n'y a personne qui est en mesure de tout savoir, puis qui résume en lui ou en elle-même l'ensemble des compétences et des savoirs dont on a besoin aujourd'hui, compte tenu de la complexité des questions, compte tenu des exigences de plus en plus élevées qui s'élèvent des différents champs disciplinaires aussi en tant que champ d'interrogation. Donc, il arrive que l'appel à l'expertise soit nécessaire, qu'il soit requis, il n'est pas toujours abusif, mais il faut savoir aussi l'interroger. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui prétendent à un savoir d'expertise, mais alors qu'est-ce que ça vaut? Ça, c'est une question, comme on a vu, qui peut être passée au crible d'un certain nombre de questions qu'il est bon d'avoir en tête. J'aimerais revenir peut-être pour finir à mon histoire de vaccin. Donc, dans notre premier exemple, on avait un cas isolé, là, comme je le disais tout à l'heure, qui était notre grand-mère. Sans doute que d'un point de vue rationnel, comme on le sait, si on a réfléchi le moindrement sur les phénomènes d'induction, sans doute que l'expérience d'un cas isolé ne suffit pas pour tirer une conclusion générale qui serait la suivante: tous les vaccins vont nous rendre malades. Donc, c'est sûr que on comprend bien qu'il n'y aurait pas d'inférence, il n'y aurait pas d'induction justifiée avec un tout petit échantillon comme celui-là. Ceci étant dit, ce qui importe pour une personne qui nous dit ça, c'est pas de nous faire une généralisation subspéciée éternitatis, là, c'est simplement de nous dire, moi j'ai peur parce que je connais quelqu'un qui a eu une réaction allergique. Donc, c'est quelque chose qui peut exister, qui n'a pas à être ridiculisé pour autant. On peut tenter d'expliquer que ces risques sont quand même minimes, et c'est là qu'on peut faire appel à des données qui vont nous montrer les pourcentages de personnes qui risquent effectivement d'avoir quelques réactions allergiques. Mais ce petit nombre, alors je ne peux pas vous sortir de chiffres à ce moment-ci parce que ce n'est pas l'objet de ma conférence, mais pour toutes les campagnes de vaccination, il y a toujours un petit pourcentage de gens, on sait qu'ils vont avoir des réactions allergiques. Bon, je ne vois pas pourquoi ce serait différent dans le cas qui nous occupe. Maintenant, si on met le tout dans la balance des risques et des avantages, on a quand même des raisons sérieuses d'aller du côté bénéfique. Écoutez, si je vous dis que vous avez une chance sur 1000 de vous faire frapper par un camion, est-ce que vous allez rester chez vous et cesser de circuler? Non. Donc, on s'entend là-dessus. Alors, évidemment, on pourrait aller plus loin, mais vous comprenez la ligne de raisonnement ici. En revanche, donc, notre monsieur qui prétend que Bill Gates veut insérer des puces dans les vaccins, c'est quand même un autre niveau là, de discussion qu'on se situe. Ce sont des questions difficiles et complexes, tout ce qui concerne à la fois les vaccins. Bon, moi, je ne suis absolument pas un spécialiste en vaccins et je ne suis pas non plus un spécialiste en puces électroniques. Alors, je ne vais pas me présenter auprès de vous pour tenir des grands discours savants là-dessus. Je ne suis pas du tout en mesure de le faire. Alors, notre monsieur qui nous dit que Bill Gates veut insérer des puces dans le sang des gens, mais qu'est-ce qu'il connaît au juste sur les vaccins? Et qu'est-ce qu'il connaît sur les puces électroniques? Et puis même, qu'est-ce qu'il connaît sur Bill Gates à part le nom de Bill Gates? Donc, là, il faudrait qu'il ait en sa possession, en fait, 3 champs d'expertise de très haut niveau
qu'il n'a absolument pas, en fait, dans la pratique. Donc, et d'ailleurs, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses propos. Et d'ailleurs, c'est le propre des théories de la conspiration, ce qu'on appelle en anglais les conspiration theories, donc ou théories du complot, on va dire aussi en français, c'est que, en général, les gens qui nous amènent des théories du complot, leur stratégie numéro un, c'est de nous dire que les discours officiels sont faux, mais là, il va annoncer toutes sortes d'affirmations superfétatoires comme celles qu'on vient de voir ici, mais en fournissant lui-même jamais aucune preuve à l'appui. Sauf que l'autre, c'est-à-dire le porteur de discours officiel, lui, il serait censé pouvoir prouver sur le champ l'innocuité de ce qu'il met de l'avant et la valeur de ce qu'il met de l'avant. Ce qui, évidemment, ne peut pas se faire comme ça, subito presto. Si on veut, par exemple, s'intéresser à la question des vaccins, il faut prendre le temps de lire là-dessus, il faut se documenter, il faut lire sur les vaccins, il faut regarder l'histoire, etc. Ça ne se fait pas en un tour de pot de cuillère. Quoi. Je veux dire, ça ne marche pas. De cuillère à pot, pardon, c'est ça l'expression. Ça ne marche pas comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle la stratégie, souvent utilisée dans les théories du complot, qui est le renversement du fardeau de la preuve. C'est-à-dire que c'est le complotiste qui soutient une théorie insoutenable, mais il va fournir aucune preuve à l'appui de son discours, sauf que la charge de la preuve est renvoyée dans le discours, sur les épaules du discours officiel. Ce qui est évidemment abusif, on s'entend. Donc, si vous soutenez une théorie un peu spéciale, ben c'est à vous à appuyer votre théorie. Ce n'est pas aux autres à prouver que vous avez tort. Donc, et c'est justement ça, c'est que les théories du complot fonctionnent sur la base du fait qu'on ne sera jamais capable de prouver, hors de tout doute, qu'il n'y aurait pas un individu quelque part qui voudrait envoyer des puces dans une seringue. Comment vous voulez prouver une affaire comme ça? Vous allez faire le tour de toutes les seringues de la planète pour voir s'il n'y aurait pas une puce quelque part? Donc, c'est complètement superfétatoire comme exigence qui serait faite à ce moment-là. Donc, on comprend que ça ne tient pas la route. Donc, je tenais à dire ça parce que ce genre de discours a tendance, malheureusement, à se répandre. Il peut y avoir plusieurs personnes qui sont tentées par ce genre de discours parce qu'on cherche des explications, on a affaire à des phénomènes complexes, on a un peu de difficultés. Mais en même temps, ce que je vais vous le dire, c'est qu'il faut faire la part des choses entre des personnes qui expriment des craintes par rapport à des phénomènes quand même un peu complexes comme un vaccin, puis des gens qui vont jusqu'à monter des théories un peu farfelues, là, ce qu'on appelle les fameux anti-vaxxers, donc qui sont quand même autre chose. Et je pense que comme éducateur, on a quand même aussi un certain travail à faire pour éviter que ce genre d'idées abusives finissent par prendre trop de place dans l'opinion publique. Alors voilà, ça termine un peu ma présentation. J'ai fait un peu plus court que prévu. J'espère que vous n'en serez pas déçus. Je vous renvoie à 2 petits papiers que j'ai écrits qui pourraient être pertinents. Et aussi, je parlais de Douglas Walton tout à l'heure. Un auteur qui, à ce que je sache, n'est pas traduit en français, moins d'erreurs, mais qui a quand même une production intéressante et à laquelle on peut avoir accès. Voilà, ça terminerait ma présentation. Alors, merci beaucoup, Monsieur Alain, de votre présentation qui est très riche en lien avec l'argumentation, surtout avec donc les deux modèles, les deux cas. Donc, je laisse les personnes qui veulent intervenir, donc qui posent des questions. J'ai Richard. Donc. Il y a Guillaume aussi. Oui, Guillaume. Donc, oui, je voudrais d'abord, merci pour la présentation. Je voudrais peut-être démarrer une discussion, je ne sais pas. Je m'interroge, je me dis, le point de départ, c'était est-ce que la popularité est une nouvelle autorité? On a beaucoup parlé ici du statut de l'expertise, mais comment on peut expliquer qu'actuellement, on a l'impression que les experts provoquent la méfiance spontanée? C'est-à-dire qu'on dirait que on a de moins en moins confiance aux experts et puis on s'en remet donc peut-être davantage
à un discours populaire, puis là, ben, on pourrait même parler carrément de populisme ou de démagogie. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, parce que vous avez soulevé le fait que la pandémie puis le contexte de confinement, tout ça, avait remué, avait peut-être provoqué quelque chose, mais je pense que c'est un phénomène qui est quand même pas nouveau, qui s'est progressivement installé, là, cette méfiance envers les experts, parce qu'on a beau dire l'argument et l'appel à l'autorité, c'est une autorité compétente, mais dans des émissions comme Tout le monde en parle, là, c'est nouveau, là, on a tendance à inviter des experts, mais disons que pendant longtemps, on était beaucoup plus intéressé à inviter des humoristes pour se prononcer sur n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui peut, à votre avis, expliquer cette défiance envers les experts? C'est une question très importante. Je pense qu'il faut probablement convoquer aussi d'autres disciplines pour réfléchir à cet enjeu-là. Moi, ce que je pourrais dire à mon niveau, j'ai l'impression qu'on a affaire à un problème de crédibilité qui, bon, prenons le cas plus, il y a des cas plus flagrants que le cas québécois aussi. Si on se transporte mentalement dans le cas des États-Unis d'Amérique, c'est peut-être plus facile de commenter dans ce cas-là. Ou ce qu'on a l'impression d'avoir, c'est une crise généralisée des élites. Et donc, lié sans doute, on peut faire l'hypothèse que c'est lié aussi au creusement des écarts de richesse et des écarts de statut dans la société, qui fait en sorte que de plus en plus, tout ce qui ressemble à l'élite scientifique, alias la Californie d'un côté et New York City de l'autre et Boston et compagnie, là, la côte est, la côte ouest, tout le reste est comme attaqué parce que, vu comme étant lié à un establishment, pour employer les bons vieux mots anciens, qui sont en position de pouvoir total dans la société. Donc, dans un contexte où on a l'impression d'un recul de la vie démocratique et on a l'impression que les écarts se creusent de plus en plus entre les élites et la population, au point que les anciennes populations qui avaient un statut de classe moyenne sont en train de perdre ce statut de classe moyenne, ce qui est le cas notamment aux États-Unis, ben, automatiquement, c'est que le bébé débarque avec le bain. Je veux dire, on jette le bébé en même temps que le bain. Et donc, tout ce qui ressemble à de l'élitisme est rejeté. Maintenant, moi, le point que je ferais, c'est que ces nouveaux discours qui commencent par se présenter comme étant populaires sont en fait aussi des contre-expertises. C'est-à-dire qu'ils développent une autre lecture qui peut d'ailleurs parfois être irrationaliste, mais ils se présentent comme des alternatives à un discours officiel. Donc, ils prétendent faire autorité. Hein? Donc, quelque part, ils veulent prendre la place des experts. C'est un peu le mec qui voulait être calife à la place du calife, là, finalement. Donc, il y a des enjeux de pouvoir dans ça aussi. Là. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse au complotisme en particulier, parce que le complotisme, il y a toutes sortes de choses là-dedans, mais puis il faut faire la part des choses. Vous avez des leaders d'opinion complotistes qui développent une sorte d'argumentaire complotiste assez structuré, même si on peut le juger irrationnel. Là. Et à côté de ça, vous avez des gens qui ne savent pas trop sur quel pied danser, qui sont un peu dépourvus, qui manquent de repères et qui s'accrochent à quelque chose. Et puis après, comme vous le savez, ben, il y a le phénomène des chambres d'écho, ils sont dans les réseaux sociaux, ils se mettent à faire des likes sur des discours, puis là, en faisant des likes, ils se font liker à leur tour, et puis là, bon, ils finissent par se faire gober là-dedans. Et donc, c'est comme ça que je vois. Quoi. Je ne sais pas si ça répond. Malheureusement, je ne m'attendais pas à avoir une réponse qui allait clore le débat, bien entendu. Pas de problème. Okay. Guillaume, votre question? Vous avez une question? Oui, bonjour, m'entendez-vous bien? Oui, je vous entends bien. Oui, écoutez, vous avez commencé à répondre un peu là, à la question que j'avais un peu à l'esprit. Dès le début, disons, de votre présentation, vous avez mentionné que
les tenants d'une théorie conspirationniste ou des théories du complot pouvaient être compris comme se posant comme experts. Hein, justement, là, vous avez fait une distinction qui, au fond, m'éclaire beaucoup, là, c'est-à-dire entre les leaders, peut-être, de ces théories-là et ceux qui les suivent, dans une certaine mesure. Mais pour moi, ça posait la question, premièrement, est-ce que c'est évident que est-ce que c'est évident, ça, premièrement, que lorsque l'on défend une théorie du complot, on se pose implicitement, au moins en expert? Ça, je ne sais pas, j'étais un peu hésitant. Et ce qui m'amenait donc à me demander quelle est l'importance de l'incompréhension, au fond, des conditions sous lesquelles l'appel à l'expertise peut être légitime, l'incompréhension des conditions sous lesquelles le schème de l'appel à l'expertise peut être légitime. Quel est le rôle de cette incompréhension-là dans le succès que connaissent les théories du complot? Est-ce que ce n'est pas davantage cette incompréhension-là qui est en jeu que quelque chose comme un positionnement à titre d'expert soi-même? Et dans quelle mesure ça pourrait être lié, d'ailleurs? Donc, là, je m'interroge à chaud. Là. Mais voilà, donc j'ai cette hésitation à dire qu'une personne qui défend une théorie du complot est forcément en train de se positionner lui-même comme expert. Et puis ensuite, je me demande quel est le rôle, donc dans quelle mesure ça peut être un facteur explicatif que le fait qu'il me semble qu'il y a une profonde incompréhension des conditions sous lesquelles un discours expert peut être légitime, justement, ou une expertise peut être légitime. Voilà, j'espère me faire comprendre. Tout à fait. Merci, Guillaume, de la question et de la réflexion. Ça me fait réfléchir aussi de le poser comme ça. Donc, et le deuxième volet de votre intervention, c'est tout l'enjeu de bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans des recours à l'expertise. Moi, c'est comme ça que je vais le reformuler. Au fond, c'est de dire, si on comprend bien qu'est-ce qui se passe dans des recours à l'expertise, est-ce qu'on n'est pas en meilleure posture pour critiquer les recours à l'expertise, prendre une certaine distance par rapport à ces recours à l'expertise, sans pour autant rejeter automatiquement tout recours à l'expertise, c'est-à-dire faire une part des choses là-dedans. Et effectivement, on pourrait soutenir l'idée que vous, si je comprends bien, que vous avancez, qui est de dire que si on s'éduque bien à nos outils critiques pour discuter de la valeur des différentes expertises, n'est-ce pas une bonne façon de faire la part des choses, de construire un jugement critique et de permettre aussi une appropriation d'un jugement critique par exemple, des jeunes qui arrivent dans la vie, donc sont au début de la vie adulte, n'ont pas nécessairement la même culture, les mêmes habitudes de pensée que des plus vieux, et donc qui ont besoin de s'outiller à ce niveau-là aussi. Pour ce qui est de la première partie de votre intervention, bon, moi, je ne sais pas si vous connaissez le cas de ce monsieur qui a eu des problèmes au Québec récemment parce qu'il avait son propre poste qui était Radio-Québec, là, et qui est le fils célèbre de deux célèbres personnes qui étaient impliquées dans la FLQ dans les années 70. Là. Non. Ben, ce monsieur-là, il a clairement des volontés de leadership. Là. Il organise des manifestations. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Hein. Il y en a quelques-uns. Votre collègue du collégial, Xavier Camus, documente ça d'une manière assez précise. Il peut vous raconter, moi, j'en connais moins que lui, en fait, sur le détail des différents leaders qui circulent tantôt dans les milieux d'extrême droite, tantôt c'est pas clair, est-ce que c'est vraiment l'extrême droite? Pas toujours évident de cerner les acteurs majeurs de cette nébuleuse-là, mais qu'il y ait des gens en position de leadership là-dedans, oui, il y a des gens qui sont en avant, qui sont sur le stage en haut, là, tu sais, qui sont là, puis ouais, j'ai vu un célèbre, enfin, pas célèbre, mais j'ai vu un vidéoclip il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'était sur Twitter à un moment donné. Il y a un gros party dans un chalet à quelque part. Là, tout le monde prononçait des obscénités contre le premier ministre, puis ensuite il s'amusait à se lancer dans les bancs de neige, là, tout en buvant de la bière, puis en se tapant dans le dos, là, joyeusement, là, comme si la COVID n'existait pas. Là, tu sais. Bon. Donc là, c'était un autre niveau de discussion, mais même là, il y avait au moins une leader dans le groupe qui est bien connue. Je ne veux pas rentrer dans les noms ici parce que c'est un peu gênant. Là. Tu veux toujours se faire attaquer, se faire poursuivre pour des motifs douteux, là, mais bon. Merci, Alain. Merci. Laurie, vous avez une question?
Tu peux ouvrir ton micro? Oui. Ah oui, ben, c'était pour faire suite à ce qu'Alain disait tantôt là, par rapport... je cherche mes mots. Bon. Mais dans le fond, mon point, c'était beaucoup, peut-être que les réseaux sociaux influencent, puis peut-être nous emmènent à douter plus des gens qui sont supposés avoir de l'expertise, parce qu'on voit même des fois des gens qui ont beaucoup d'influence qui vont, qui vont donner des messages, mais sur peut-être des choses qui ne s'y connaissent pas, ou justement recevoir de l'argent pour prôner certaines choses. Puis, comme les réseaux sociaux, ben, c'est vraiment c'est présent dans la vie de tout le monde maintenant. Fait que je pense que ça peut amener peut-être une certaine méfiance. Là. Tout à fait. Merci de l'intervention, Laurie. La fréquentation des réseaux sociaux, c'est un phénomène de notre époque vraiment important. Et des fois, on oublie à quel point c'est un phénomène récent. Je veux dire, Facebook et Instagram et tout ça, ça n'a pas toujours existé. Et on voit de notre vivant se développer des processus qui n'existaient pas. Je veux dire, moi, quand j'étais ado, là, si tu voulais exprimer une opinion bizarre, tu n'avais pas beaucoup d'espace pour l'exprimer. Tu pouvais, avec tes copains, tu pouvais toujours dire une connerie, là, bon, mais ça s'arrêtait là. Tandis qu'aujourd'hui, n'importe quelle connerie bien Plus de emballée, portée. ben c'est ça, là. Puis tu parlais, c'est un peu les influenceurs. Bon, si je comprends bien, tu référais un peu à ça. Ça, c'est un phénomène nouveau aussi où les gens vont chercher un effet d'image puis un effet d'appartenance à des groupes. L'appartenance à des groupes, besoin d'appartenance à des groupes, ça a toujours existé. Ça fait que si vous êtes dans la société, vous ne trouvez pas d'appartenance à un groupe, je parle de la société out there, la société concrète bon, sur la rue, là, ben aujourd'hui, vous tombez sur les réseaux sociaux, puis c'est là que vous allez vous créer des appartenances. Puis ça risque d'autant plus d'être important qu'on va être confronté, en tout cas, actuellement, on est confronté en tout cas à la COVID. Là. Disons que ça n'aide pas à rencontrer du monde, comme dans des fêtes d'amis où on se retrouve 25 dans une maison puis qu'on connaît 10 personnes sur les 25. Et donc, à l'occasion de ça, il y a une confrontation aussi à des nouvelles idées qui est possible. Mais on sait comment ça marche dans les réseaux sociaux, c'est que vous avez votre réseau d'amis, puis là, ça se renforce mutuellement. Vous avez tendance à toujours rester un peu dans le même réseau. Puis ça peut s'ouvrir un peu, mais en général, ça reste dans le même truc. Donc, si vous partez dans une piste conspirationniste, là, vous allez trouver du monde qui va être d'accord avec vous, qui vont dire oui, c'est bon, lâche pas, ouais. Mais en même temps, j'ai l'impression que l'information sur les réseaux sociaux peut voyager beaucoup puis aller beaucoup plus loin qu'on pense, donc avoir un impact beaucoup plus grand. Puis à ce moment-là, ça devient plus difficile des fois de différencier le vrai du faux parce qu'on n'a pas toujours les sources, puis ça devient difficile de savoir de où ça part, des fois. Tout à fait. Mais c'est là que nous, en tout cas les profs, on a une tâche aussi d'éducation à la citoyenneté médiatique d'aujourd'hui, ou à la citoyenneté des réseaux sociaux, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais de faire en sorte de développer le sens critique et les outils, les moteurs de recherche, de se poser des questions. OK, Tartampion, il prétend telle chose. OK, est-ce que j'ai une source indépendante de Tartampion qui me permet de valider ce qu'il dit ou pas? Donne un exemple bien simple. L'autre fois, moi, j'étais sur Twitter, je vois passer une photo, un chameau avec de la neige dessus. OK? Ça aurait pu être fabriqué par n'importe quel individu aujourd'hui, avec les machines d'effets spéciaux, tout ça. Tu peux bien créer un chameau et de la neige sur le dos. Là. C'est pas... Bon, mais je suis allé chercher, puis il y avait des articles publiés dans des journaux connus. Dont l'un ou l'autre en langue arabe, qui effectivement témoignait du fait que, oups, il y a une tempête de neige en Arabie, qu'est-ce que tu veux, puis là, ben, on se retrouve avec un chameau qui a de la neige sur le corps. Donc, c'était pas une fabrication. Mais tu sais, c'est de la méthode de triangulation de base qu'on apprend en sciences humaines. Tu as une information, essaye de la confirmer par une autre information, puis si tu es capable de trouver une troisième information, c'est encore meilleur. Tu sais. Un recoupement entre des sources pour valider la connaissance. Là. C'est un peu ça.
Merci. Merci Alain, merci. Je ne sais pas si... OK, je vais m'embarquer. J'ai deux petites questions Oui. sur le live. La première, c'est juste effectivement en lien, tu as un peu évoqué ça, quelle est l'importance effectivement de l'esprit critique, surtout en lien avec l'enseignement de la philosophie, que ce soit collégial, université, effectivement, pour contrer ce courant de la popularité un peu qui est un peu vide ou presque, là, qui peut effectivement orienter le monde dans des choix, c'est pas seulement dans l'idée, mais dans les choix pratiques dans leur vie, qui peut, ça pourrait effectivement devenir catastrophique dans des situations spécifiques. Et puis la deuxième question, effectivement, en lien avec le côté médiatique, on est peut-être plus en lien avec le discours, en lien avec l'image, en lien avec les vidéos, truquées ou non, et tout ça, qui vont effectivement orienter vers une culture de spectacle, culture de show et tout ça, au point que, effectivement, entre la vérité et l'illusion, on s'oriente plus vers le monde de l'illusion ou le monde de la manipulation ou le monde aussi d'orienter vers des choix peut-être des choix de vendre la marchandise plus que peut-être réveiller disons, la recherche de la vérité selon l'héritage socratique. Je ne sais pas. Oui, Voilà. oui, merci de ces questions, Samir. Le sens critique, oui, bien sûr, il faut le développer. Moi, ce à quoi j'essaie aussi d'être attentif, c'est aux personnes spécifiques avec qui je parle. Dans le sens suivant, c'est que nous, les philosophes, on prend facilement aussi notre propre posture d'expert, ou dans le fond, on est nous-mêmes des experts de la pensée critique. Et en ne faisant pas exprès, des fois, on peut aussi blesser des gens ou écraser des gens sous le poids de notre autorité intellectuelle. Alors que peut-être qu'on a affaire à quelque... Tu sais, comme c'est pour ça l'exemple que je donnais, mon exemple numéro un, c'était un peu pour nous faire réfléchir à ça. C'est que tu peux avoir des individus que c'est pas de la mauvaise foi, tu sais, ils sont juste influencés par une idée comme ça, puis c'est pas nécessairement... Tu sais, il ne faut pas transformer toute personne qui nous dit une idée bizarre en un partisan de la théorie du complot, là. Il y a des gens qui ont juste besoin qu'on jase avec eux pendant 5 minutes, puis ils vont se replacer, 5-10 minutes, puis c'est assez. Tu sais, il ne faut pas non plus tomber dans un étiquetage trop rapide des individus, là. Mais ceci étant dit, former l'esprit critique, bien sûr, former l'esprit critique. Mais ce qui est difficile là-dedans, c'est de permettre une appropriation de l'esprit critique. C'est-à-dire que faut pas, s'ils font juste penser que c'est nous qui sommes encore là pour leur dire quoi penser, ça devient contre-intuitif et contre-productif. Il faut aussi les habileter dans le développement de leurs compétences critiques. Je pense que les profs, on le sait, ça. C'est ça notre but. On est là pour apprendre aux gens à penser par eux-mêmes de manière autonome, puis être capable de critiquer ce qu'ils reçoivent, de faire la part des choses. La critique, c'est être capable de faire une part des choses. Distinguer ce qui vaut la peine d'être conservé de ce qui ne vaut pas la peine, ce qu'il faut rejeter. Puis on a le droit de rejeter des idées. Puis rejeter une idée, ça ne veut pas dire de rejeter des personnes. Puis on peut se faire respecter dans nos opinions, tout en respectant les personnes, mais sans pour autant adhérer à leurs idées. Donc, il y a tout ça aussi à construire. Puis ta deuxième question, c'était quoi déjà? J'avoue, je m'en souviens pas. C'est l'idée, effectivement, de la domination du discours, la domination de l'image, des vidéos et tout ça, effectivement, qui deviennent autorité, que ce soit truqué ou non, pour s'orienter vers la culture de show, la culture de spectacle. La culture du spectacle. Oui, et tu as raison. En même temps, moi, je me souviens d'un Yvon Deschamps, les vieux d'entre nous, en tout cas, moi, je suis sûrement un des plus vieux d'entre vous, là. Tu sais, les gens qui étaient des monologuistes, il y a des gens de spectacle qui charrient une conscience critique, qui nous aident à réfléchir aussi. Tu sais, c'est pas, tout n'est pas encore là, il y a des choses à faire. À ce sujet, il y a un monsieur dont je voulais parler, c'est Louis T. Là. Vous savez probablement qui c'est Louis T. C'est un personnage médiatique d'aujourd'hui. Ben, si vous ne le savez pas, ce soir à 20h, il fait une émission à Télé-Québec sur les théories du complot, justement. Donc, il est allé interviewer des gens. Moi, je vais l'écouter. Même si c'est Louis T, c'est pas un professeur de philo, là, mais c'est pas grave. Je vais l'écouter quand même. Puis, à 21h, il est supposé avoir un débat qui s'ensuit sur Télé-Québec à ce sujet-là. Donc, je pense qu'au Québec, on a quand même la chance d'avoir des espaces médiatiques qui ont
un certain bon sens, puis d'être un petit peu moins échevelé peut-être dans nos idées qu'ailleurs. Quoi qu'on n'y est pas non plus, on n'est pas à l'abri de ça comme on le voit à l'occasion, là. Mais disons que bon, on a quand même une culture démocratique, puis je pense qu'aussi on a comme un minimum de réflexes de type social-démocratie pour préserver un petit peu les plus fragiles entre nous, puis éviter de les voir dériver comme ça dans toutes sortes d'idéologies qui ne tiennent pas debout, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Alain. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Guillaume, oui, oui. Deuxième tour. Oui. Oui, je me permets un deuxième tour, Oui, effectivement. c'est correct. Pour rebondir sur cette toute dernière question, justement, je me rappelle avoir écouté le documentaire de Social Dilemma, je pense, sur les réseaux sociaux. Oui. Le documentaire, j'ai trouvé assez intéressant, puis il était mentionné que les fake news, là, les fausses nouvelles, sont nombreuses fois plus payantes et donc également diffusées que les vraies nouvelles, les nouvelles les plus avérées, donc sur les réseaux sociaux. Et là, je me demandais, est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir aux balises éventuellement qui pourraient être mises en place en ce qui concerne les réseaux sociaux, le contrôle des réseaux sociaux, en plus de l'éducation à la pensée critique? Ah oui, ça, c'est une immense question. Je pense qu'on n'a pas fini d'y réfléchir. On sort aussi d'un 4 années bien rempli de fake news et de mensonges systématiques de la part quand même d'un président de la plus grande puissance planétaire. Là, pendant 4 ans, il nous a lavé l'esprit, lavé le cerveau complètement avec ses idioties et ses inventions en tout genre. Bon, et effectivement, il y a une popularité médiatique de tout ce qui est clownesque, tout ce qui est un peu à la marge, etc. Oui, c'est une chose qui existe. Et puis là, mais moi, il y a quand même, alors, il y a plusieurs phénomènes à souligner là-dessus. Vous avez, bon, chaque cas de figure est un peu différent les uns des autres. Ça bouge beaucoup dans la discussion de la régulation des médias sociaux actuellement, des réseaux sociaux. Vous avez probablement vu le cas de l'Australie actuellement, qui tente d'imposer. Le gouvernement d'Australie, qui est pourtant pas le plus progressiste sur la planète, on s'entend, là. On n'a qu'à voir leur politique au niveau des changements climatiques pour s'instruire là-dessus. Là. Mais disons qu'en tout cas, pour ce qui est de Facebook et compagnie, ils ont pris de front jusqu'à un certain point en disant, ben là, mais ça, c'est une histoire qui se continue. Là. Moi, comment ça va se terminer, cette affaire-là, on ne le sait pas encore. Dans le même temps, vous avez justement Twitter, dont je parlais tout à l'heure, qui a quand même banni Donald Trump de son réseau social pour toujours. Là. Ça, c'est pas rien, alors qu'on sait que le Donald prépare un retour en 2024. Bon. Donc, ça bouge actuellement, les gens sentent bien qu'il y a des problèmes. Le gros problème, pour moi, dont il faut être absolument conscient, c'est le suivant, c'est qu'on ne peut pas mettre sur le même pied le pluralisme raisonnable, c'est-à-dire le fait d'avoir des opinions différentes, argumentées, avec des machines de propagande qui produisent du mensonge systématiquement. Ça ne peut pas être mis sur le même pied. Je m'excuse, là. Vous pouvez être un homme, une femme ou un homme de droite, être libéral, un néolibéral si vous voulez, c'est une chose, mais ça ne vous donne pas le droit de produire du mensonge systématiquement et d'envahir les ondes publiques avec du mensonge et avec de la propagande. Il faut faire la part des choses là-dessus. Donc, on ne peut pas autrement, le point que je fais, c'est que oui, la liberté d'expression, oui, la liberté d'opinion. Oui, bien sûr. Vous pouvez être tout le spectre politique, vous voulez être extrême gauche, vous voulez être communaliste, vous voulez être whatever, là, ça j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a quand même une différence entre avoir des opinions plurielles raisonnablement argumentées, donc soumises à un débat public par rapport auquel on peut discuter, et des machines de guerre. C'est de ça dont il s'agit. Des machines de guerre, de propagande, qui sont là pour déformer l'opinion des gens. C'est pas la même chose. Et quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle de ça aujourd'hui. On parle de machines à produire des fausses nouvelles systématiquement. C'est même pas des individus qui les fabriquent. Là. Donc, merci beaucoup. il y a une part des choses à Je faire. trouve ça. Oui.
Pardon, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Ben, Donc, la distinction de désaccord raisonnable. voilà, Un désaccord raisonnable, pour reprendre un terme de Charles Larmer, là, tout à fait. j'ai travaillé un peu. Ouais. Et puis, des machines à produire du désaccord déraisonnable, au fond, parce que là, c'est ce qu'on voit. Puis, si je peux me permettre, à moins quelqu'un d'autre, est-ce que quelqu'un d'autre voulait poser une question? À ce moment-là, je vais céder la parole, évidemment, mais si ce n'est pas le cas, je poserai peut-être une autre question vraiment en lien avec la première. C'est correct, C'est Guillaume, tu que, peux continuer. justement, dans quelle mesure encourager, ça va? Dans quelle mesure encourager, donc, dans la société civile, justement, le débat sur les théories du complot ou sur les fake news? Hein? Est-ce que vous avez une position de principe par rapport à ça? Est-ce que c'est ouverture totale? Je présume que non. Est-ce que c'est cas par cas? Est-ce que vous avez quelques critères? Justement, au fond, ça rejoint la question, où tracer la ligne entre le désaccord complètement déraisonnable et puis le désaccord plutôt raisonnable, dont on peut débattre publiquement sans donner de la tribune à des gens auxquels on ne devrait pas en donner ou éviter d'en donner? Évidemment, je pense par exemple aux sociétés de la Terre plate, à la Société de la Terre plate, par exemple, qu'on devrait commencer à débattre avec ces gens-là publiquement et leur donner une tribune ou pas. Mais si on ne leur en donne pas, et là, ça rejoint d'ailleurs évidemment le bannissement de Donald Trump sur les réseaux sociaux, ben, à ce moment-là, est-ce qu'on ne vient pas amplifier dans la marge certains phénomènes? Ouais. C'est intéressant, puis je pense qu'il faut réfléchir plus amplement à toutes ces questions. C'est la première chose que je veux dire. Ceci étant dit, moi, je vais donner l'exemple donc, comme je l'ai laissé entendre un peu tantôt, puis Samir l'a mentionné, j'ai des projets sur les changements climatiques, spécialement en adaptation au changement climatique, et à ce titre-là, bien sûr, je suis attentivement les travaux de plusieurs chercheurs en climatologie qui publient là-dessus dans les revues spécialisées et tout le reste. Donc, il faut que je m'informe moi-même le plus possible à ce sujet-là. Bon. Et il y a un certain nombre de gens, des experts sur les questions du climat aujourd'hui, qui refusent les invitations de table ronde qui leur sont faites par des réseaux américains comme NBC ou CBS, où on vient mettre sur la table, autour de la table, d'un côté, un chercheur qui a passé 25 ans de sa vie à analyser des données en climat, puis de l'autre, un climato-sceptique qui prétend que ça n'existe pas, puis que ça ne tient pas debout son affaire. Donc, actuellement, les chercheurs de pointe en climat refusent de s'asseoir à la table avec des gens qu'ils appellent des négationnistes, en fait, qui sont. C'est pas vrai que, pour eux, c'est pas vrai que ce sont des chercheurs. C'est pas vrai qu'ils ont des opinions véritablement raisonnables à proposer. C'est pas vrai qu'ils ont des recherches à l'appui. Ils sont là pour vendre de la salade. Et donc, après des années et des années et des années, là, des gens comme Catherine Hayhoe, puis Michael Mann, puis d'autres climatologues, Stéphane Ramstoff du PIC, ils vont même plus dans ce genre d'affaires-là. C'est parce que pour eux, c'est d'accorder de la crédibilité, justement, à des discours qui ne le méritent pas. Mais je pense que c'est tous des cas de figure différents. Donc, en climato, ces gens-là, c'est ça la position qu'ils prennent. Et je pense qu'il faut y aller spécifiquement, justement, par domaine de problème puis par domaine d'objet. C'est très difficile de généraliser. Parce que, tu sais, ça peut être comique, après tout, d'avoir des flat earthers sur un plateau. Je ne pense pas que ça aurait des chances de changer quoi que ce soit à la politique de notre pays ou avoir des. Enfin, je ne sais pas quelles conséquences néfastes ça pourrait avoir. Là, c'est juste qu'il se ferait ridiculiser un petit peu. Là, mais bon, regarde. Donc, autrement dit, il y a une part des choses à faire là-dedans. C'est beaucoup du cas par cas. Donc. Merci beaucoup. Oui, je pense. Merci. Puis Alexis Cossette-Trudel, là, regarde, je pense pas qu'il faut lui donner une tribune dans les réseaux sociaux sérieux, puis dans les médias sérieux. Là. Puis d'ailleurs, on remarquera que c'est pas le cas. Hein. Monsieur Cossette-Trudel n'a pas été invité à Tout le monde en parle. Il avait demandé de l'être. Donc. Merci beaucoup. De rien. Merci Alain. Je ne sais pas si les collègues, les étudiants ont d'autres questions. Non. Marie-Lou Haché avait levé sa main tout à l'heure, je pense. Marie-Lou? Non, j'ai pas levé la main. OK. Je ne sais pas
Si tu as une question, ou Étienne, je ne sais pas si tu as des questions, Étienne. Ben, Monsieur Letourneau a bien répondu, mais je peux quand même reformuler un peu mon idée de départ, ma question, en fait. En fait, vous avez commencé votre exposé en affirmant que la popularité venait avec... Ben, en fait, qu'avec la popularité venaient des idées, mais je me demandais justement si ce n'était pas le problème, justement, que la popularité ne vient pas avec des idées, mais vient plutôt avec des images. Puis on n'a qu'à regarder la publicité. C'est l'image qui importe plus que le discours. Et je me demande jusqu'à quel point, dans ce cas-ci, la rationalité peut intervenir. Il me semble que la logique, dans ce cas-ci, elle devient un peu désuète lorsque tout ce qui compte, c'est l'image, en fait. C'est une question intéressante, c'est un thème de réflexion intéressant, ça, que la question des images et la question de la publicité. Il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. Peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas si vous êtes familier avec les bonnes vieilles notions de connotation versus dénotation. C'est-à-dire, plus ou moins, donc la dénotation, c'est le processus linguistique par lequel on attribue une signification à un concept, c'est-à-dire on détermine une chose comme étant une autre chose, on donne une définition, au fond. C'est ça une dénotation. Alors que la connotation, c'est l'association d'une image ou d'une figure, par exemple en rhétorique, à des idées, mais par association. Donc, on n'y va pas par la définition formelle, par le verbe, on y va par l'association d'images. Alors, par exemple, on nous montre une magnifique jeune femme avec son magnifique conjoint sur le bord d'un magnifique, une plage magnifique, avec un beau petit daiquiri dans la main, et puis tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et puis après, on nous montre un avion. Bon, puis là, une compagnie d'aviation. Bon. Donc, ça, ce n'est pas de la dénotation, c'est de la connotation. C'est-à-dire qu'on nous explique que les voyages, ça va avec les beaux couples, puis ça va avec le plaisir, puis ça va avec la beauté, c'est magnifique, quoi. Donc, on est vendu, on est acheté, on est conquis, on veut aller en voyage, tu sais. Bon. Donc, mais quand on regarde plus... Je donne cet exemple-là, on pourrait en passer des heures et des heures et des heures à analyser des images pour voir comment ça joue. Là. Puis ça joue des millions de façons différentes. C'est pas toujours la même chose. Mais du coup, il faut quand même remarquer qu'il y a un contenu, c'est-à-dire que nos agences de pub, c'est pas des imbéciles. Comme on sait, ils ont des plans de match, donc ils mettent beaucoup d'argent. Et ils réfléchissent beaucoup, tu sais, ils ont des buts, c'est-à-dire qu'ils visent des parties de la population qui savent être sensibles à telle et telle chose, et ils s'arrangent pour aller les rejoindre. Ils le font par le travail de l'image, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, qu'au point de vue d'un décodage interprétatif et critique, on ne peut pas voir un travail de la connotation qui, lui, est pourvu de sens, qui n'est pas détaché d'intentionnalité bien particulière. Mais ça demande un décodage. Sauf que dans le vécu, comment tu le vis comme personne, quand tu le reçois, tu ne le décodes pas. Tu es juste séduit ou pas par l'image. Tu es juste atteint ou pas par l'image jusqu'à un certain point. Selon ta sensibilité. Est-ce que, dans le fond, la question, c'est est-ce que tu cadres avec la cible publicitaire? Est-ce que tu tombes dans le bon créneau? Si tu ne tombes pas dans le bon créneau, ça ne t'atteindra pas. Ou ça va t'atteindre moins. Tout à fait, merci. Ça fait plaisir. Donc parfois, peut-être le discours, l'implicite, il est plus présent que l'explicite, qui est plus dangereux aussi côté impact. Hein? Peut-être. Okay. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues, chers étudiants? Oui, Guillaume, une autre fois, oui. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais en profiter. Je vais faire quand même
je vais me permettre de On vous a encore questionner. 10 minutes max. OK, je vais me permettre de OK. vous questionner puisque vous êtes là, vous nous faites l'honneur Vas-y. d'être là. Écoutez, sur peut-être du côté de la philosophie environnementale, ça m'intéresse beaucoup, étant donné là, qu'il n'y a pas des questions peut-être plus directes en lien avec le lien de la popularité. Je me demandais où logez-vous, peut-être, si je peux me permettre, sur cette question-là, décroissantiste, résilience, croissance verte. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée? OK. Disons que je vais coller sur, je vais prendre une stratégie prudente, je vais coller sur mes projets de recherche. Là, je termine un projet en adaptation au changement climatique. Donc, ce que j'ai fait là-dedans, c'est travailler avec des gens d'une MRC, qui est la MRC de Memphremagog, pendant 3 ans. Et d'ailleurs, il faut compter aussi 1 année et demie de préparation avant, puis 1 année après pour rendre nos résultats et tout ça. Donc, de travailler avec la population pour comprendre quels sont les changements climatiques qui sont en cours dans nos différents secteurs d'activité sur un territoire particulier, puis quelles sont les actions qu'il est possible d'entreprendre au niveau d'une MRC, qui est une entité dans le paysage politique québécois, c'est une municipalité régionale de comté, qui est un territoire ici assez vaste, avec pas une immense population, puisque ça a à peine 55 000 habitants ou quelque chose comme ça. Donc, et de travailler avec eux pour développer une conscience des problèmes, une responsabilité par rapport à ça et sur la tâche de l'adaptation au changement climatique, puisque nous savons que les changements climatiques se produisent, vont continuer de se produire, donc il faut qu'on adapte nos façons de faire. On doit bien sûr aussi réduire les gaz à effet de serre en amont. C'est sûr que les deux choses vont de pair, mais en même temps, il faut qu'on travaille sur la modification de nos pratiques pour se rendre plus résilient. Donc, vous parliez de résilience tout à l'heure. Oui, je me raccrocherai facilement à la résilience comme terme pour construire notre résilience, puis une certaine autonomie aussi des communautés locales. Je pense que ça devient de plus en plus important. Je pense aussi qu'il faut penser en termes d'éthique des changements climatiques et d'éthique des changements globaux. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les changements climatiques ont des conséquences qui n'apparaissent pas climatiques au départ, mais qui sont quand même liées. Je vais vous donner l'exemple des maladies infectieuses qui nous viennent des vecteurs animaux. Donc, on n'est pas sans savoir que la COVID-19, c'est une zoonose, en fait. Hein? C'est ce que les spécialistes appellent des zoonoses, c'est des maladies transmises par l'animal vers l'humain. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs facteurs. Parce que d'une part, il y a empiètement des humains sur la nature de plus en plus. Et aussi parce qu'avec les changements climatiques, les animaux migrent. C'est-à-dire que puisque les animaux sont liés à des niches écologiques bien particulières et que ces niches sont altérées par les changements climatiques, la conséquence, c'est que l'animal, il suit la niche. Donc, s'il y a un réchauffement de 1 degré C en un siècle, c'est à peu près ce qu'on vient d'avoir, ça a des conséquences sur le mouvement des espèces animales aussi. Donc, le mouvement des humains qui empiètent sur les territoires du vivant non humain, puis il y a le mouvement des espèces animales et autres, insectes et le reste, qui aussi bouge. Donc, ça a des conséquences. Et tout ça fait en sorte qu'il faut s'adapter à tout ça. Sans parler des processus plus lourds comme la désertification dans les pays, la montée des eaux, l'eau saline qui s'insère de plus en plus sur les terres, qui autrefois étaient des terres agricoles. On voit ça en Haïti actuellement. Une perte de sol arable. Il y a eu du déboisement, toutes sortes de choses qui sont liées à ça. Bon. Moi, c'est le genre de choses actuellement sur lesquelles je me préoccupe beaucoup. Puis après ça, pour les problèmes de théorie économique, on se fera un séminaire une autre fois là-dessus, si vous voulez bien. Là. Je suis avisé de la discussion sur la décroissance, je suis avisé de tout ça, le Club de Rome 1972 et tout le reste. Là. Bon. Après, c'est qu'il faut quand même qu'on soit capable de convaincre nos acteurs d'embarquer dans des processus de transformation puis de construction de résilience. Donc, merci beaucoup. Voilà. Merci Alain pour ce clin d'œil écologique. Là. Merci, ça fait plaisir. Ouais, c'est bon. En passant, oui, c'est bien. Donc,
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va clore la conférence. Et donc, je vous remercie de nouveau au nom du département de cette conférence qui nous a un peu inspiré en lien avec effectivement une question très actuelle. Ce n'est pas seulement pour les étudiants, mais pour nous aussi. Là. La question effectivement parce que même notre raison d'être est en jeu là, en lien avec ça. Voilà, donc merci à vous et à la prochaine pour une autre fois. Peut-être on va vous inviter en lien avec ça. Merci beaucoup, Alain. Merci bien, là. Merci mes collègues. Bonne merci fin de pour journée, tout le monde. Merci à Au vous. revoir tout le monde. Merci, bonne fin de journée. Très intéressant. Merci beaucoup. Au revoir. Merci de l'invitation. Ça m'a fait grand plaisir de discuter avec vous. Puis à la prochaine. Alain, tu restes à la fin.